Si vous avez grandi dans la France des campagnes, il y avait un gros catalogue Manu France quelque part dans la maison. Feuilleté à la veillée, corné aux pages des fusils et des bicyclettes, et son journal, Le Chasseur français, qu'on lisait jusqu'aux petites annonces matrimoniales des dernières pages. À son apogée, la Manu employait 4000 personnes à Saint-Étienne, fabriquait plus de 70% des fusils de chasse français et expédiait son catalogue dans 1,5 million de foyers. Elle avait survécu à 2 guerres mondiales. Survécu à la crise de 29, survécu à la grève des 100 jours et à l'arrivée des hypermarchés. Et puis, 100 ans jour pour jour après sa fondation, les portes du cours Foriel se sont refermées pour la dernière fois. Comment un nom qui avait sa place dans presque chaque foyer de France a-t-il pu, en 5 ans à peine, simplement disparaître ? Chapitre 1. L'homme qui voulait être enterré debout. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, par une association entre 2 hommes et une somme d'argent qu'ils n'avaient pas tout à fait. Nous sommes à Saint-Étienne, un jour d'automne de l'année 1885. Et il faut, pour comprendre ce qui va suivre, comprendre d'abord la ville. Saint-Étienne, à cette époque, est déjà l'un des grands foyers industriels du pays. On y fabrique 3 choses, et la ville se résume dans ces 3 mots que les Stéphanois répètent comme une devise. L'arme, le cycle et le ruban. L'arme, parce que la manufacture royale, puis nationale, y forge des fusils depuis le XVIIIe siècle, et que tout un tissu d'ateliers privés a poussé dans son ombre. Le ruban, parce que les métiers à tisser de la passementerie habillent la moitié des robes de France. Le cycle, parce que la bicyclette, cette invention neuve, trouve ici des mains déjà expertes dans le travail fin du métal. C'est dans cette ville-là, dense, ouvrière, cosmopolite, bruissante de forges, qu'arrive un jeune homme de Lyon. Étienne Mimard a 23 ans. Il est né à Sens le 18 janvier 1862, fils unique d'un artisan armurier assez aisé pour lui payer une éducation. Il en était sorti dessinateur d'imitation et d'ornement, diplômé de l'école professionnelle en 1876, la tête pleine de mécanique, de mathématiques, de dessin et de gravure. Un homme du trait précis, du calcul, de la ligne juste. Il arrive à Saint-Étienne vers 1883 pour travailler chez un fabricant d'armes, apprendre le métier sur le terrain qui compte. À ses côtés, bientôt, un homme plus âgé, Pierre Blachon, 29 ans, stéphanois de souche, armurier lui aussi. Ensemble, le 17 octobre de l'année 1885, ils rachètent une petite affaire au nom sobre et sérieux, la Manufacture française d'armes et de tir. Elle est installée place Villebeuf, au bas du cours Foriel, dans les anciens locaux d'une maison d'armes du nom de Martinier-Collin. Le prix, 50 000 francs or. Une fortune pour 2 jeunes gens sans capital, une somme qu'il faut emprunter, gager, rembourser. Le pari d'une vie. Ce que Mimard avait compris, et qu'il avait compris avant presque tout le monde, tient en une idée d'une simplicité désarmante. On pouvait vendre un fusil à un chasseur du fin fond de la Corrèze sans jamais le voir. Sans passer par l'armurier du chef-lieu, sans les marges empilées de tous les intermédiaires entre l'atelier et l'homme qui presse la détente. De première main, directement. Cela paraît banal aujourd'hui. En 1885, dans une France encore aux 3/4 rurale, où l'objet manufacturé se gagne au prix d'un voyage à la ville, c'était une manière entièrement neuve de faire commerce. Il faut s'arrêter un instant sur cet homme, parce que toute la manufacture, pendant 60 ans, va être à son image. Mimard était ce qu'on appelait alors un patron à l'américaine. Il avait aménagé son bureau de telle sorte qu'il domina du regard l'ensemble des ateliers. Il voulait tout voir et il voyait tout. On raconte, et le détail est de ce qui glace, qu'il avait fait modifier le clavier des machines à écrire de la maison, un agencement de touches connu de lui seul, afin que les dactylos formés chez lui ne puissent jamais aller monnayer ailleurs leur vitesse et leur savoir-faire. Une entreprise dont on ne sortait pas. Une maison qui vous marquait comme le poinçon marque l'acier. La République l'a reconnu. Le président Félix Faure en personne vient visiter l'usine en 1898. Mimard reçoit la Légion d'honneur en 1902. Le petit atelier, racheté 13 ans plus tôt,
est devenue une chose que les chefs d'État se déplacent pour voir. Blachon, lui, s'efface. L'histoire retient Mimard, elle oublie l'associé, qui meurt avant la Grande Guerre, laissant son nom dans les statuts et son visage dans aucune mémoire. C'est Mimard qui devient la manufacture, et la manufacture qui devient Mimard, au point qu'à Saint-Étienne, on répète aujourd'hui encore qu'il aurait demandé à être enterré debout face à son usine pour continuer de la surveiller après sa mort. La légende est invérifiable, et il faut la donner pour ce qu'elle est, une légende. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que sa tombe, au cimetière de Val-Benoît, d'un noir de jais et d'une sobriété absolue, est bel et bien tournée vers le cours Foriel. L'homme et l'usine ne faisaient qu'un. Il fallait, semble-t-il, que cela dure jusque dans la pierre. Chapitre 2. Le livre que la France attendait. L'arme, c'était le métier. Mais le génie de Mimard n'était pas dans le fusil. Il était dans le catalogue. Dès la première année, la manufacture publie ce qui deviendra sa véritable invention, plus durable que n'importe laquelle de ses armes, le tarif album. Le premier grand catalogue de vente directe par correspondance de France. Et pour le porter, pour lui donner un public et une âme, une revue lancée dont le premier numéro est daté du 15 juin 1885 et dont le titre allait entrer dans le vocabulaire de millions de foyers. Le chasseur français. Il faut mesurer l'audace de la mécanique, car c'est elle, plus que le fusil, qui fait la grandeur de la maison. Le chasseur, où qu'il habite, reçoit chez lui, gratuitement, un gros volume illustré. Il le feuillette à la veillée, il coche, il remplit un bon de commande, il glisse son mandat dans une enveloppe. Quelques jours plus tard, un colis arrive à la gare la plus proche, expédié depuis Saint-Étienne. Aucun magasin, aucun marchand, aucune marge supplémentaire entre l'atelier et lui. Le slogan est imprimé partout, martelé d'édition en édition, de première main et sans intermédiaire. Et il y a, dans cette promesse, une invention plus subtile encore que la logistique du colis, celle de la confiance à distance. Comment convaincre un paysan méfiant d'envoyer son argent, par la poste, à une maison qu'il ne verra jamais, pour un objet qu'il n'a pas tenu en main? Mimard répond par ce qu'on appellerait aujourd'hui un contrat de confiance. La garantie, le remboursement, l'échange, la parole donnée et tenue. Bien avant que d'autres, un siècle plus tard, n'en fassent un argument publicitaire, Manufrance avait compris que la vente à distance ne reposait pas d'abord sur le produit, mais sur la confiance. Vendre à quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est d'abord lui donner une raison de ne pas avoir peur. Le catalogue grossit à une vitesse qui donne le vertige. 300 000 exemplaires dès 1890, envoyés gratuitement à tous les chasseurs de France que la maison parvenait à recenser. Plus de 450 pages en 1905. 800 000 exemplaires en 1913. Songez à ce que cela suppose. Une logistique de l'imprimerie, du routage, du colis, entièrement inventée à mesure qu'on la pratique, sans modèle ou puisé. La manufacture n'a pas seulement fabriqué des fusils, elle a inventé, presque sans le savoir, tout un art de la distribution à distance dont le pays entier allait dépendre. Et il faut comprendre que ce livre n'était pas seulement un catalogue. Le chasseur français parlait de chasse, bien sûr, et de pêche, mais aussi de cuisine, de jardinage, de mode, de voyage, et même de l'aéronautique naissante. C'était une encyclopédie populaire, une fenêtre sur le monde pour des gens qui n'en avaient pas d'autre, une manière d'apporter la ville et le siècle jusqu'au fond des campagnes. On le lisait, on le gardait, on le rangeait sur l'étagère à côté du missel et de l'almanach. Et à la fin, dans les dernières pages, il y avait les petites annonces. Les annonces matrimoniales. Des hommes qui cherchaient une femme, des veuves qui cherchaient à refaire leur vie, des célibataires de ferme isolée qui, faute de bal et de voisinage, confiaient à quelques lignes de petits caractères l'espoir de ne pas vieillir seul. La légende éditoriale de la revue, et il faut la donner comme légende car c'est ce qu'elle est, prétendait que 4,5 millions de Français étaient nés grâce à ces colonnes. Le chiffre est invérifiable et sans doute fantaisiste. Ce qu'il dit de vrai, en revanche,
c'est la place immense qu'occupait ce journal dans la vie la plus intime des Français. On y achetait un fusil, on y trouvait parfois une épouse. La même page, la même encre, le même facteur. Il y a pourtant dans ce triomphe un fait discret dont personne à l'époque ne mesure la portée. La manufacture vendait de première main, mais elle fabriquait bien moins qu'elle ne le laissait croire. Une large part des articles du tarif album n'étaient pas produits Courforiel. Ils étaient sous-traités ailleurs, chez des façonniers, puis réétiquetés au sigle de la maison. Ce que Mimard vendait, au fond, ce n'était pas seulement des objets. C'était une marque et un système. La confiance d'un nom, la promesse d'un prix juste, la garantie d'un colis qui arrive. Un jour, très loin dans le temps, cette distinction, vendre plutôt que fabriquer, deviendra le point faible de tout l'édifice, la fissure par où l'eau s'engouffrera. Mais nous n'en sommes pas là. En 1913, la Manu est reine, et le livre qu'elle expédie chaque année est le livre que la France attendait. Chapitre 3. L'hirondelle et le robuste. Un catalogue, cela se remplit. Et Mimard le remplit avec une frénésie d'inventeur, comme si chaque page vide était une insulte. Dès 1888, il rachète une petite société et sa marque, Hirondelle. L'année suivante paraît le premier tarif de vélocipède, avec un modèle au nom claironnant, la Superbe. Il faut se souvenir de ce qu'était la bicyclette en cette fin de siècle. Non pas un jouet ni un loisir, mais une émancipation. Le moyen, pour l'ouvrier, d'habiter plus loin que l'usine, pour le paysan, d'atteindre le marché, pour la femme, plus tard, une liberté de mouvement inédite. La bicyclette Hirondelle va devenir l'un des grands succès populaires de la maison, solide, fiable, faite pour durer une vie. Et la manufacture n'y vendait pas seulement des vélos, elle y faisait aussi œuvre d'invention. C'est l'un de ces hommes, Jean Fasano, sous-directeur et inventeur maison, qui applique la roue libre au cycle de la marque au tournant du siècle. Cette liberté de laisser tourner la roue sans pédaler, qu'on tient aujourd'hui pour évidente et qui fut en son temps un vrai progrès mécanique. La maison ne se contentait pas de vendre le siècle. Elle en fabriquait, parfois, les pièces. À tel point que la gendarmerie française fait de l'hirondelle sa monture attitrée. Pendant des décennies, le gendarme qui patrouille les routes de campagne roule sur une hirondelle. Et de cette selle vient un surnom qui traversera le siècle. On appelait les gendarmes à bicyclette les hirondelles. Peu de gens savent aujourd'hui que ce mot venait d'une marque, et que cette marque venait d'une usine de Saint-Étienne. Le catalogue s'enrichit, année après année, d'objets dont les noms résonnent encore dans la mémoire de tout un pays. Le fusil idéal, sans chien apparent, une élégance mécanique qui fit sa réputation. La carabine Buffalo, créée en 1897, carabine de jardin et de tir pour les gamins des foires et les tireurs du dimanche. La machine à coudre Omnia, née en 1906, qui allait équiper les cuisines et les ateliers de couture de toute la France, et devant laquelle des générations de femmes ont passé leur soirée à raccommoder, tailler, confectionner. Le fusil Simplex, l'entrée de gamme honnête, celle qu'on offrait au fils pour ses premières chasses. Et jusqu'aux cartouches. La manufacture fut parmi les premières à offrir à ses clients des cartouches prêtes à l'emploi, quand tant de chasseurs rechargeaient encore les leurs à la main. La Manu ne vendait pas des produits. Elle vendait un mode de vie complet, du berceau à la cabane de chasse, de la robe cousue à la maison, au vélo du dimanche. Vivre à la française, à la fin du XIXe siècle, c'était, pour beaucoup, vivre entouré d'objets venus de Saint-Étienne. En 1911, la maison prend l'appellation commerciale de Manu France et se transforme en société anonyme. Mimard en devient le premier président-directeur général. Et c'est de cette période que date le produit qui, plus que tout autre, va sceller la réputation de la manufacture dans le monde de la chasse. Le robuste. Un fusil juxtaposé à triple verrouillage, robuste comme son nom le proclame, si bien conçu qu'il devient une référence du genre. C'est l'arme qu'on se transmet de père en fils, celle qu'on accroche au mur de la cabane et qui, 2 générations plus tard, tire encore, sans caprice, sans usure, sans se plaindre. Un objet fait pour survivre à celui qui l'a acheté. Il y a là une ironie qu'on ne verra que bien plus tard.
La maison qui fabriquait des choses faites pour ne jamais mourir n'a pas su, elle, se survivre à elle-même. Puis vient la guerre. Saint-Étienne est l'arsenal de la France, et la manufacture entre naturellement dans l'effort national. Dès l'automne 1914, elle reçoit des commandes documentées de la Manufacture nationale de Tulle et de la maison Rivolier père et fils. Il faut des canons pour le fusil Lebel modèle 1886, l'arme de l'infanterie française, l'arme des poilus. On produit sans relâche. On remet en état les fusils détériorés qui reviennent du front par wagons entiers. On agrandit les bâtiments. Les ateliers de la rue Lassaigne sortent de terre en 1916, en pleine guerre, parce que la demande n'attend pas. La guerre dévore et la guerre fait grossir. La manufacture en sort plus grande, plus riche, plus puissante qu'elle n'y était entrée. Le sang des tranchées et la prospérité de l'usine, dans cette France-là, coulaient de la même source. Et déjà, aux quatre coins de l'empire colonial, la marque essaime. Dès le tournant du siècle, la maison compte 80 succursales dans les colonies françaises et plus de 360 agences à l'étranger et outre-mer. Le catalogue de Saint-Étienne se lie à Dakar, à Alger, à Saïgon. On a dit bien plus tard qu'elle avait été l'Amazone de la France avant l'heure. La formule est facile. Elle n'est pas fausse. Chapitre 4. Le palais du cours Foriel. Pour comprendre ce qu'était devenue la manufacture, il faut se tenir en pensée devant le cours Foriel et lever les yeux. Les deux associés, très vite, avaient été rattrapés par leur propre succès. Les anciens locaux de la place Villebeuf étaient devenus trop petits, l'augmentation de la production les débordait. Ils décidèrent alors d'édifier une usine modèle et firent appel, à partir de 1893, à l'architecte de la ville, Léon Lamazière. Celui-ci dessine une usine qui ne ressemble à aucune autre. Un module architectural, élégant, presque décoratif, répété le long d'une façade de 115 mètres. Ce n'est pas un hangar. Ce n'est pas une halle noire de suie comme on en construit alors partout dans le nord et l'est. C'est un palais. Un palais industriel, avec ses lignes ordonnées, ses fenêtres régulières, sa masse imposante et fière au bord de l'avenue, faite pour que le passant s'arrête et que le visiteur s'incline. En son cœur, la centrale énergie, bâtie en 1902, symbole de l'électrification triomphante, une centrale propre à l'usine, le cœur battant qui l'alimente en force et en lumière. Plus tard, en 1916, s'élève l'usine à étages, cette manière verticale d'empiler la production lorsque le sol vient à manquer. Un chef d'État visitait cette usine comme il eût visité une cathédrale. C'était bien le mot, une cathédrale du travail. Franchissez les grilles. Ce qui vous saisit d'abord, ce n'est pas le fracas des machines, c'est le grand hall de l'administration. Car la manufacture, avant d'être une usine, est une gigantesque machine à traiter du papier. Chaque jour, ce sont 8 à 10 000 lettres qui arrivent cours Foriel. Chaque jour, 5 à 6 000 commandes qu'il faut ouvrir, lire, enregistrer, ventiler vers les ateliers et les magasins, préparer, emballer, expédier. Imaginez ces rangées d'employés, de commis et de dactylos, penchés sur les bordereaux, dans une organisation méthodique, chronométrée, inspirée de ce que l'Amérique appelait le taylorisme et de ce que Henri Fayol théorisait alors en France sous le nom d'administration scientifique. Le courrier de la France entière converge ici, vers ce seul bâtiment, dans un balai de papier d'une ampleur qu'on peine aujourd'hui à concevoir. La manufacture avait inventé, sans le mot, le centre logistique moderne, un demi-siècle avant qu'on lui donnât un nom. Et derrière l'administration, les ateliers. La forge, l'usinage, le montage des armes, où le geste de l'ajusteur ne pouvait être remplacé par aucune machine. Là, le savoir-faire n'était pas une image publicitaire. C'était une valeur qui se comptait en années de vie. On ne devenait pas monteur de fusil juxtaposé en 6 mois. Le robuste qui sortait de ses ateliers portait dans l'ajustement de ses pièces au centième de millimètre la main d'un homme qui avait passé sa vie entière à apprendre ce que ses doigts savaient désormais sans qu'il eût à y penser. C'était cela, la manufacture, sous le catalogue et sous la marque. Non pas d'abord des chiffres, mais des milliers de gestes précis, répétés, transmis d'un ancien à un jeune. Une intelligence logée dans les mains.
Une science que ne consigne aucun livre et qui ne se lègue que d'homme à homme à l'établi. L'odeur dans ces ateliers était celle de l'huile de coupe et du métal chaud, une odeur qui s'accrochait au bleu de travail et qu'on rapportait chez soi le soir, sur la peau, dans les cheveux. Le sol vibrait au rythme sourd des presses, et par-dessus tout cela, réglant les journées, la sirène, celle de 6 heures qui appelait, celle de midi qui libérait, celle du soir qui rendait les hommes à leur famille, audible bien au-delà des murs, jusque dans les rues du quartier où l'on savait l'heure sans posséder de montre. Quand la sirène de la Manu sonnait, ce n'était pas seulement l'usine qui s'ébranlait, c'était tout un pan de Saint-Étienne qui réglait sa vie sur elle. Chapitre 5. La ville que l'usine avait faite. Car il faut le dire clairement, Saint-Étienne n'était pas une ville qui possédait une usine. C'était une ville que ses usines avaient faite. L'arme, le cycle et le ruban. 3 industries, un même peuple ouvrier et une population qui, pour peupler ses ateliers, était venue de partout. Saint-Étienne fut, bien avant la Grande Guerre déjà, une ville profondément cosmopolite. On comptait, dans ses usines, en 1917, 700 Espagnols, 669 Kabyles, 600 Grecs, 388 Italiens, 325 Algériens. Et il y avait, autour d'eux, les Piémontais descendus des vallées voisines, les Polonais que la Convention franco-polonaise de 1920 fera affluer dans les décennies suivantes, et plus tard les Portugais. Sur le sol des ateliers, on entendait autant de langues que dans un port de Méditerranée. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas une note de bas de page dans l'histoire de la manufacture. Ils en étaient le corps même. Les fusils que la France chérissait, les vélos sur lesquels roulaient ses gendarmes, les machines à coudre devant lesquelles s'usaient les yeux des mères de famille, tout cela sortait de mains venues d'Espagne, de Kabylie, du Piémont, de Silésie et du Portugal. La manufacture française d'armes fut, dès l'origine, une œuvre de bien d'autres nations que la seule France. Autour du travail, la maison avait construit un monde. Il y avait un comité d'entreprise qui organisait la vie bien au-delà de l'atelier, les activités culturelles, les clubs sportifs et surtout les colonies de vacances où les enfants d'ouvriers partaient l'été à la montagne ou à la mer, découvrir un ailleurs que leurs parents, souvent, n'avaient jamais vu. Un fils de monteur du cours Foriel voyait la Méditerranée avant son père. Il y avait la médecine du travail, les institutions sociales, tout un filet tissé serré autour de la vie ouvrière. Il y avait les syndicats, la CGT dominante, la CFTC devenue CFDT, Force ouvrière, qui structuraient la vie collective et défendaient, âprement quand il le fallait, ce que les ouvriers avaient arraché de haute lutte. Et il y avait ces figures modestes et essentielles qui font une communauté. Josiane Jousserand, par exemple, concierge de l'entreprise, dont la mémoire garderait plus tard, avec une précision douloureuse, tout ce qui s'était joué entre ces murs. Il faut être juste avec ce paternalisme. Il avait ceci de double qu'il donnait beaucoup et contrôlait tout. Le patron logeait, soignait, éduquait, distrayait, et le patron surveillait, encadrait, façonnait. Le clavier truqué des machines à écrire disait déjà cela. On vous donnait un métier, mais ce métier vous appartenait moins qu'il n'appartenait à la maison. Le comité d'entreprise, lui, n'était pas un cadeau tombé de la direction. C'était une conquête, obtenue par les ouvriers, contre le patron, à force de grève et de patience. Car ce monde ouvrier savait aussi se dresser. En 1937, dans le climat électrique qui suit le Front populaire, la manufacture connaît une grève restée célèbre à Saint-Étienne, la grève des 100 jours. 100 jours de bras croisés, 100 jours d'affrontement entre le vieux patron et ses ouvriers. Et cette grève laisse une trace décisive, non pas dans les ateliers, mais dans la tête d'un homme qui vieillit. Mimard n'avait pas d'héritier. Il avait un temps, dit-on, envisagé de léguer son entreprise à ses ouvriers, dans un geste de patriarche qui aurait couronné sa vie. La grève de 1937 le fait renoncer. Par testament du 30 juin 1941, il fait de la ville de Saint-Étienne sa légataire universelle. L'argent devra servir à financer l'enseignement professionnel stéphanois, un lycée porte aujourd'hui son nom. C'était, dans son esprit, un geste de grandeur, une dernière volonté de bâtisseur soucieux de sa ville. C'était aussi, on le comprendra bien plus tard,
le péché originel de tout ce qui allait suivre. Car une entreprise dont la ville était copropriétaire deviendrait, pour toujours, une entreprise qu'aucun maire ne pourrait laisser mourir en paix, ni sauver vraiment. Une entreprise où la politique s'assierait désormais au conseil d'administration. Une entreprise devenue affaire publique avant d'être affaire commerciale. Ce testament, écrit dans la grandeur, contenait déjà en germe le blocage qui la tuerait. Mimar s'éteint en 1944. Le nom même de Manufrance, celui sous lequel la France entière la connaîtra, ne sera d'ailleurs consacré qu'après sa mort. L'homme part, la maison, elle, entre dans sa légende, et dans son plus haut sommet. Chapitre 6. Le sommet. Il y eut un moment, au tournant des années 70, où la manufacture toucha les cieux. À l'aube de cette décennie, jusqu'à 4000 personnes travaillaient dans les usines stéphanoises de la maison. La Manu fabriquait, ou vendait sous son nom, plus de 70% des armes de chasse françaises. Elle occupait 125 000 mètres carrés de bâtiments à Saint-Étienne. Elle expédiait 20 000 tonnes de marchandises par an, en France et dans le monde entier. 48 magasins et agences d'abord, puis bientôt 64, portaient son enseigne dans les villes de France. 1 500 000 foyers recevaient le catalogue. Plus de 80 000 fusils sortaient chaque année de ses ateliers. 30 000 références au tarif album, devenu précisément en 1973 le catalogue Manufrance tout court. 30 000 machines à coudre Omnia livrées dans la seule année de son apogée. Et Le Chasseur français, ce vieux journal né en 1885 du même élan que le catalogue, se vendait alors à plus de 815 000 exemplaires. Feuilleté le soir, sous la lampe, dans combien de fermes et de faubourgs, par des hommes qui rêvaient devant une carabine, des femmes qui comparaient les patrons de couture, des adolescents qui s'attardaient en cachette sur les dernières pages. Voilà ce qu'était la manufacture en 1973. Non pas une entreprise parmi d'autres, une institution, une évidence nationale. Une chose qui paraissait aussi permanente, aussi immuable que la colline de Valbenoîte où reposait son fondateur, le regard tourné vers elle. Et pourtant, en cette même année 1973, deux événements passent presque inaperçus dans l'euphorie des chiffres records. Le premier choc pétrolier frappe l'économie mondiale, et avec lui s'achève, sans que personne ne le sache encore tout à fait, le long été des 30 Glorieuses. Le monde de la croissance facile, de l'énergie bon marché, du plein emploi qui semblait acquis pour toujours, ce monde-là vient de finir, et il faudra des années pour s'en apercevoir. Et à Saint-Étienne, cette même année, le puits Couriot, la grande mine de charbon qui avait donné à la ville sa fumée, son terril et une part de son âme, ferme définitivement ses portes. Que l'on y songe. Au moment précis où le chasseur français battait son record de tirage, la ville qu'il avait vue naître entamait sa mort industrielle. Le charbon, l'arme et le ruban, les trois piliers sur lesquels Saint-Étienne s'était bâti, commençaient à décliner ensemble, du même pas, comme trois vieillards qui s'en vont la même année. La manufacture ne mourrait pas seule. Elle mourrait dans une ville qui mourrait avec elle. C'était l'apogée, le point le plus haut. Et debout sur ce sommet, personne, ni les 4000 ouvriers du cours Foriel, ni les commis penchés sur les 10 000 lettres du matin, ni les dirigeants dans le grand bureau d'où l'on voyait tout, personne, à l'intérieur de ces murs somptueux, n'entendait encore le bruit que le monde faisait, dehors, en train de se refaire. Chapitre 7. La belle endormie. Mimar était mort en 1944. Et pendant près de 30 ans, la maison qu'il avait bâtie continua d'avancer sur son élan, comme un grand navire dont on aurait coupé les machines, mais qui glisse encore, longtemps, sur son air. C'est là qu'il faut être précis, car c'est ici que naît la légende. Celle d'une entreprise arrogante, endormie, trop sûre d'elle pour voir venir le danger. Cette légende n'est pas fausse, mais elle attribue à un caractère ce qui relevait d'abord d'une structure. La manufacture des années 50 et 60 n'était pas immobile par orgueil. Elle était immobile parce qu'elle était devenue, par le testament de son fondateur, une chose que la ville possédait pour moitié.
Une entreprise à deux têtes, où l'intérêt public et l'intérêt commercial ne parlaient pas la même langue. Une maison où l'on ne pouvait ni licencier librement, ni investir hardiment, ni prendre les risques que prennent les entreprises qui veulent survivre. Le legs, écrit dans la grandeur, avait posé sur la maison une chape de plomb. Et pendant que la Manu somnolait, le monde, lui, changeait à toute vitesse. Le 15 juin 1963, à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, un homme du nom de Marcel Fournier ouvre, avec les frères Desforêts, quelque chose qu'on n'avait jamais vu en France. Un hypermarché. 2500 mètres carrés de surface, 450 places de parking, un nom neuf sur la façade. Carrefour. On y trouve tout sous un même toit et moins cher. En quelques années, le libre-service et les grandes surfaces vont bouleverser toute la manière dont la France achète. Auchan suit. Le modèle Manu France, le catalogue, le magasin de centre-ville, l'attente du colis, appartient soudain à un autre âge. Et sur son propre terrain, celui de la vente par correspondance, la Manu se fait doubler. Deux maisons du Nord, nées du textile roubaisien, la Redoute et les Trois Suisses, ont modernisé la mécanique que Mimard avait inventée. Logistique repensée, délais raccourcis, catalogue plus séduisant, gestion informatisée des stocks. Elle capte, année après année, les parts de marché d'une pionnière qui, elle, n'a pas su réinventer sa propre invention. La manufacture qui avait appris à la France à acheter de loin regardait, sans réagir, d'autres le faire mieux qu'elle. Les signaux d'alarme ne manquaient pourtant pas. Dès 1971, la direction commande elle-même un rapport au cabinet de conseil Ségos. Le diagnostic est déjà sévère. Faiblesse structurelle, parc de machines-outils vieillissant, organisation dépassée. On savait. On avait payé des experts pour l'écrire noir sur blanc. On ne fit rien, ou trop peu, ou trop tard. En 1975, les difficultés éclatent au grand jour. Au-delà des effets du choc pétrolier sur la consommation, un constat s'impose. L'outil de production n'a pas suivi. Les machines sont vieilles, les méthodes datent. Un homme, André Blanc, arrive à la tête d'une entreprise dont la situation financière est, selon les mots de l'époque, bancale. Il fait ce que font tous les dirigeants qu'on appelle quand il est déjà tard. Il impose le chômage partiel, il tente une restructuration. Trop peu, trop tard. Et il y eut, dans ces années-là, une décision technique qui paraît mineure et qui pèsera lourd. La maison décide de transférer son activité de vente par correspondance, son cœur historique, sa poule aux œufs d'or, dans de nouveaux locaux, au quartier Molina. Le déménagement, mal maîtrisé, provoque aussitôt des problèmes commerciaux. Commandes retardées, désorganisation, clients mécontents. Le service qui avait fait la fortune de la maison se met à se gripper. Les remous internes s'amplifient. La belle endormie ne dormait plus. Elle était en train de glisser, doucement, vers le fond. Et autour d'elle, la ville glissait aussi. Le puits Couriot venait de fermer, la passementerie s'effondrait devant la concurrence asiatique, le charbon reculait devant le pétrole. Manu France n'agonisait pas dans une ville prospère. Elle agonisait dans une ville qui mourait en même temps qu'elle. Chapitre 8. L'élection qui a tout figé. Voici le moment où l'histoire d'une entreprise devient l'histoire d'une élection. Car ce qui allait sceller le sort de Manu France ne se décida pas dans un conseil d'administration. Cela se décida dans les urnes. Nous sommes au début de l'année 1977. La ville de Saint-Étienne est copropriétaire de l'entreprise. Son maire est donc, qu'il le veuille ou non, l'un des arbitres de son destin. Le maire sortant, Michel Durafour, appartient à la droite modérée, un homme d'expérience, ancien ministre du Travail. Il a compris que la maison ne survivra pas sans une cure brutale. La direction a préparé un plan, la suppression d'1 millier d'emplois, concentrés sur le secteur productif. Précisément cette part de fabrication qui perdait de l'argent. Un plan douloureux. Mais un plan. En mars 1977, Durafour est battu. Celui qui l'emporte s'appelle Joseph Sanguedolce. C'est un communiste. C'est un ancien mineur. C'est un ancien secrétaire de l'Union départementale de la CGT. Il connaît le monde ouvrier de l'intérieur, dans sa chair. Et il s'est engagé sur une promesse claire. Une promesse qu'à Saint-Étienne, on avait envie d'entendre. On ne licenciera pas. Il faut ici s'arrêter et refuser la facilité.
il serait aisé de désigner un coupable, de dire que la gauche a sauvé les emplois d'aujourd'hui en condamnant l'entreprise de demain, ou que la droite voulait sacrifier les ouvriers sur l'autel de la rentabilité. La vérité est plus dure et plus triste. Sank-Dolce a fait ce pourquoi les ouvriers l'avaient élu. Il a tenu parole. Et cette parole tenue a rendu la restructuration politiquement impossible. Les licenciements que la survie exigeait, aucun élu ne pouvait plus les assumer. L'entreprise était devenue un enjeu politique avant d'être une affaire économique. Et une affaire qu'on ne peut plus gérer selon ses propres lois est une affaire déjà condamnée. Le legs de Mimar produisait enfin, 36 ans après, tout son poison. La ville actionnaire ne pouvait pas laisser mourir. La ville actionnaire ne pouvait pas non plus laisser guérir, si guérir voulait dire licencier. Alors la Manu resta suspendue, entre deux impossibilités, à saigner. Chapitre 9. Le dépeceur. Quand une entreprise n'arrive plus à décider elle-même de son sort, viennent alors ceux qui décideront à sa place. Il y en eut deux. Le premier avait un diagramme. Le second avait un plan tout autre. Le premier s'appelait René Mestris. Polytechnicien, ingénieur conseil, homme des solutions élégantes sur le papier. En 1979, la société anonyme Manu France est mise en règlement judiciaire, et l'on tente une opération d'une subtilité comptable admirable et d'une inutilité presque totale. Scinder l'entreprise en deux. D'un côté, l'ancienne structure, qui conserve les actifs et les dettes. De l'autre, une société nouvelle Manu France, sous la direction de Mestris, qui reçoit en location-gérance l'ensemble des biens et des activités et reprend les contrats de travail. Sur le papier, l'entreprise repartait allégée, nettoyée, sauvée. Et il y eut, un instant, une lueur. À peine 3 mois après le lancement de son catalogue, la société nouvelle enregistre 90 000 commandes en vente par correspondance, à 450 francs de moyenne. La demande était là. Les Français voulaient encore de la Manu. Mais, et c'est ici que tout se joue, la société nouvelle ne put honorer ses commandes. Elle manquait de fonds de roulement, et les banques refusèrent de le lui accorder. Comprenez bien ce que cela signifie. L'entreprise était en train de mourir, non pas faute de clients, mais faute d'argent pour servir les clients qu'elle avait. 90 000 personnes avaient envoyé leurs bons de commande, et la maison n'avait pas les moyens de leur expédier ce qu'elles avaient payé. L'invention de Mimar, vendre à distance, fonctionnait encore. C'est l'entreprise derrière qui n'existait plus. En 1980, la société nouvelle est mise en liquidation. La subtilité du polytechnicien n'avait fait que reculer la mort de quelques mois. C'est alors qu'entre en scène le second tome. Et son nom, tout le monde en France finira par le connaître. Bernard Tapie, à cette date, est encore largement inconnu du grand public. Un spécialiste du rachat d'entreprises en difficulté, un repreneur, un homme d'affaires à la parole facile et à la promesse haute. Sans réussir à mettre la main sur les actifs de l'entreprise, il obtient l'exploitation de la marque dans l'automne 1980. Il promet de relancer. À une ville épuisée, à des ouvriers aux abois, à des élus sans solution, il apporte ce dont ils manquaient tous, de l'assurance, un visage, un espoir. Ce qui se passa ensuite est aujourd'hui établi par les archives comptables, patiemment reconstituées par l'historien Pierre Labardin. Et ce que ces archives révèlent n'est pas une relance, c'est un démembrement. La méthode a un nom technique, la filialisation. Il s'agit de découper l'entreprise en morceaux, puis de vendre, un à un, les morceaux qui rapportent. Dès le mois de décembre 1980, le tribunal de commerce fait vendre le chasseur français, et l'activité de vente par correspondance suit, c'est-à-dire précisément tout ce qui gagnait encore de l'argent, tout ce que Mimar avait construit de plus solide. Puis vient le parc immobilier. 21 magasins, 26 droits au bail, cédés, dans la discrétion, pour plus de 50 millions de francs, par l'intermédiaire d'une société créée pour l'occasion, avec une caution de 50 millions obtenue d'une banque le 28 avril 1981. Comprenez bien la mécanique, car elle est le cœur froid de toute l'affaire. On vend les actifs rentables, on encaisse, et l'on abandonne la production déficitaire, les ouvriers, les ateliers, les fusils qui coûtent plus cher qu'ils ne rapportent, à qui voudra bien la porter. Mieux encore,
Les redevances de marque continuaient de remonter vers l'ancienne société, 2% sur les produits existants, 1% sur les nouveaux. Ceux qui fabriquaient devaient payer, pour le droit d'utiliser le nom, ceux qui avaient vendu tout le reste. Labardin, dans sa conclusion d'historien, ne se dérobe pas. Il qualifie ce comportement d'essentiellement prédateur. C'est un mot pesé, un mot d'archive, pas un mot de tribune. Le repreneur qu'on avait accueilli comme un sauveur avait vidé la maison de ce qui valait et laissé aux ouvriers la coquille et la dette. Le titre qui accompagne cette histoire parle d'une seule erreur qui aurait détruit l'Empire. Il faut, à cet instant précis du récit, poser le titre et le regarder en face. Il n'y eut pas une erreur, il y eut une cascade. Le legs qui verrouille la gouvernance, l'immobilisme qui manque le tournant des hypermarchés, le transfert manqué de la vente par correspondance, l'élection qui interdit toute restructuration, la scission qui ne fait que reporter la chute, et enfin le dépeçage, qui n'est plus une erreur du tout, mais un calcul parfaitement réussi pour celui qui le menait. La véritable bascule de cette histoire n'est pas là où on l'attend. Ce n'est pas le refus de changer, c'est le refus de sauver. Chapitre 10. La coopérative des condamnés. Il restait, dans cette entreprise démembrée, des hommes et des femmes qui refusaient de mourir. Et de ce refus naquit le dernier acte, le plus courageux, le plus émouvant et le plus désespéré. À la fin de l'année 1980, tandis que l'usine du cours Foriel est occupée par ses salariés, une vingtaine de syndicalistes mettent sur pied, en 6 jours à peine, une société coopérative, la SCOPD, Société coopérative ouvrière de production et de distribution. 600 salariés, restés dans l'occupation, y adhèrent comme coopérants. 515 membres à sa constitution. La fabrication est officiellement relancée l'année suivante. L'idée est simple et elle est belle. Puisque les patrons successifs ont échoué ou trahi, les ouvriers relanceront eux-mêmes la fabrication. Le Robuste, l'Hirondelle, l'Omnia, le Simplex, le Falcor, l'Idéal, toutes ces vieilles gloires, ils les feront revivre de leurs propres mains. Pour cela, il fallait de l'argent. Et l'argent, ils l'apportèrent eux-mêmes. Ils versèrent au capital de la coopérative leurs propres indemnités de licenciement, quelques 9 millions de francs, réunis par les derniers irréductibles. Des hommes qui venaient de perdre leur emploi remettaient dans l'entreprise l'argent censé les faire vivre après elle. C'est là un geste qu'aucune froideur comptable ne peut mesurer. Ils ne pariaient pas sur un profit. Ils pariaient sur la survie d'un monde. Il faut nommer ceux qui portèrent cet espoir, car ils le méritent. Jacky Monaté, syndicaliste CGT, fut l'un des défenseurs les plus précoces de l'idée coopérative. Monique Garnier, elle aussi de la CGT, prit le chemin inverse. Elle quitta le syndicat, doutant, en conscience, de la viabilité économique de l'aventure. L'une croyait qu'on pouvait sauver la maison, l'autre pressentait qu'on ne le pouvait plus. L'histoire, hélas, allait donner raison à celle qui doutait. Car la SCOPD ne fabriquait pas seulement des fusils, elle survivait sous perfusion. Elle dépendait, totalement, des subventions publiques et des protocoles financiers signés avec l'État. Un premier, le 19 mars 1982, un second, le 4 août 1983. Et voici le détail qui, plus tard, pèsera lourd. Une part de la dette qui étranglait la coopérative venait précisément des retards de l'État et des organismes sociaux à verser les sommes promises. Les assédiques tardaient. Les protocoles se concluaient avec lenteur. Les délais administratifs s'accumulaient. La coopérative était condamnée, pour partie, à s'endetter en attendant l'argent qu'on lui avait promis. Les logiques politiques l'emportaient sur la viabilité économique. Les archives le montrent sans appel. On maintenait la coopérative en vie non parce qu'elle était rentable, mais parce que la laisser mourir était politiquement insoutenable. La coopérative des ouvriers était devenue l'otage de tous, de la CGT, du Parti communiste, de la mairie, de l'État. Chacun avait besoin qu'elle vive. Personne ne savait comment la rendre vivante. Et Manufrance devint alors ce qu'aucune entreprise ne devrait jamais devenir, une cause nationale. Une affaire de désindustrialisation portée sur la place publique,
dans les journaux télévisés, dans les meetings. Ici, il faut corriger une image qui circule. On a parlé d'émeutes, de barricades, de la faillite la plus violente de l'histoire de France. La réalité fut autre, et à sa manière plus poignante. Ce ne fut pas une insurrection. Ce fut un long siège pacifique. À partir du 22 octobre 1980, les salariés occupent les locaux. Une occupation qui durera d'abord 7 mois, puis reprendra encore et encore. Et, à l'imitation des ouvriers de l'IP, à Besançon, qui avaient en 1973 constitué ce qu'ils appelaient un trésor de guerre, les Manufrance mettent sous leur protection un stock de fusils. Ils montèrent la garde, jour et nuit, autour de ces armes. Il y a là une ironie amère, que la télévision de l'époque avait relevée. Ces fusils, trésors de guerre des ouvriers stéphanois, étaient bien plus difficiles à vendre que ne l'avaient été les montres de l'IP. Un trésor qu'on ne pouvait pas monnayer. Voilà l'image qui reste. Non pas des cocktails incendiaires, des hommes veillant, dans le froid, sur des richesses devenues inutiles. Le 18 octobre 1980, Saint-Étienne connaît une manifestation nationale. Selon la CGT, jusqu'à 100 000 personnes. Les grands noms du communisme français font le déplacement. Georges Marchais, André Lajoigny, Georges Ségui, Henri Krasuki, Charles Fitterman, Hélène Luc. Toute une France ouvrière et militante vient dire, dans les rues stéphanoises, que Manufrance ne doit pas mourir. Mais on ne sauve pas une entreprise avec des cortèges. Le déclin, désormais, se mesure en date sèche. Février 1979, l'entreprise est placée sous règlement judiciaire. Le 20 de ce mois, une manifestation massive à laquelle le Premier ministre Raymond Barre répond par une phrase qui restera « Manufrance, c'est fini ». 4 mots. La brutalité de la vérité d'État. Le 10 septembre 1980, la télévision annonce l'agonie de la vieille dame du cours Foriel. Le dernier patron, Blaise de Saint-Just, démissionne. Il constate, dit-il avec une grande tristesse, que les pouvoirs publics et les actionnaires ont abandonné la maison. L'entreprise perdait alors 400 000 francs par jour. De 4 000 salariés en 1974, la société n'en comptait plus que 2 000 en 1980. La moitié des emplois envolés en 6 ans, avant même le dernier acte. Et le 28 novembre 1984, Tapie lui-même, devant les journalistes, dit tout haut ce que les chiffres disaient tout bas. Ils sont morts il y a 2 ans, lâche-t-il en parlant des ouvriers de la coopérative. Ils ne survivront, ajoute-t-il, que tant que la pompe à finance ne sera pas coupée. Et il pose la question, presque narquois, combien de temps l'État va-t-il continuer de payer ? La pompe à finance. C'est ainsi qu'il nomma la survie de 600 familles, un tuyau qu'il suffisait de couper. On le coupa. En avril 1985, la SCOPD dépose son bilan. Liquidation. Les 400 derniers ouvriers sont licenciés. Une nouvelle occupation commence, qui durera plus de 20 mois, jusqu'en décembre 1986. C'était 100 ans, exactement, après que 2 jeunes hommes avaient racheté un petit atelier pour 50 000 francs or. La manufacture était née en 1885. Elle mourait en 1985. Un siècle. Comme si le destin avait voulu boucler lui-même le compte. Chapitre 11. Les 17. On croyait l'histoire finie. Elle ne l'était pas. Il lui restait à connaître son épisode le plus stupéfiant. Celui où l'on jugea non pas ceux qui avaient dépecé la maison, mais ceux qui avaient tenté de la sauver. Car il y avait cette dette née, pour partie, des retards de l'État et des organismes sociaux, gonflés par les intérêts, portés à bout de bras pendant 5 ans par une coopérative qui n'avait jamais eu les moyens de vivre. Après la liquidation, il fallut désigner des responsables. Et la justice se retourna, non vers le repreneur qui avait vendu les joyaux, mais vers les syndicalistes qui avaient monté la garde. Le 9 juillet 1992, 7 ans après la mort de l'entreprise, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne rend son jugement. 17 prévenus, 15 syndicalistes et 2 experts comptables. Le verdict tombe et il est d'une sévérité qui laisse le pays incrédule.
36 années et 2 mois d'emprisonnement au total, dont une part ferme. 36 406 000 francs à verser à un syndic de liquidation, pour préjudice matériel et moral. 100 000 francs d'amende pour les experts comptables. Et de quoi les accusait-on au juste ? Les chefs d'accusation, quand on les lit aujourd'hui, ont quelque chose d'irréel. Les dirigeants syndicaux les plus en vue étaient poursuivis pour complicité de vol et recel. Les experts comptables, pour n'avoir pas dénoncé les faits que le tribunal jugeait délictueux. Mais au fond, derrière le vocabulaire juridique, 2 griefs affleuraient, et ces 2 griefs disent tout. On leur reprochait un intérêt personnel d'ordre moral lié à la sauvegarde de l'emploi. Et l'on reprochait à la coopérative d'avoir transformé l'entreprise en garderie sociale. Arrêtons-nous sur ces mots, car ils sont d'une gravité que le temps n'efface pas. Un intérêt d'ordre moral lié à la sauvegarde de l'emploi. Autrement dit, ces hommes avaient tenu à ce que d'autres hommes gardent leur travail. C'était là leur mobile coupable. Une garderie sociale. Autrement dit, ils avaient maintenu en vie une entreprise dont la fonction, à leurs yeux, était de faire vivre des familles. Voilà les fautes. On ne jugeait pas des voleurs. On jugeait des gens qui avaient refusé de laisser mourir leur usine. Et l'on avait donné à ce refus le nom d'un délit. Le pays ne l'accepta pas. Le jugement souleva l'indignation bien au-delà des rangs de la CGT. Des juristes, la Ligue des droits de l'homme, des voix de tous bords s'élevèrent. Les 17 firent appel. Et le 31 mars 1993, jour d'ouverture du procès en appel, la CGT appela à manifester à Lyon. Ils vinrent de Saint-Étienne, de Paris, de Chambéry, de toute la Loire et de tout le Rhône. Plus de 60 000 personnes défilèrent au total pour des syndicalistes menacés de prison parce qu'ils avaient défendu l'emploi. Le 2 juin 1993, la Cour d'appel de Lyon rendit son arrêt. Devant le palais aux 24 colonnes qui domine la Saône, dans une foule le cœur serré, le secrétaire général de la CGT, Louis Vianney, annonça la nouvelle. Relax. La relaxe de l'ensemble des dirigeants et syndicalistes de la SCOPD. Ce fut, dit-on, une explosion de joie. La foule gagna la place Bellecour en scandant qu'elle avait voulu la relaxe et qu'elle l'avait obtenue. Justice fut donc rendue. Mais songez au chemin qu'il avait fallu. 7 ans après la mort de l'usine, 8 ans après la dernière occupation, des hommes qui avaient déjà tout perdu, leur emploi, leurs indemnités versées au capital de la coopérative, leur outil de travail, durent encore se défendre devant un tribunal contre l'accusation d'avoir trop aimé leur travail. La manufacture les avait fait vivre. Sa mort, une dernière fois, faillit les emporter avec elle. Chapitre 12. Le Palais des Congrès. Il faut toujours dans ces histoires aller voir ce qu'il reste, car c'est là souvent que la vérité se dit le plus fort, dans ce que l'on a mis à la place. Le 19 février 1986, on vendit le matériel, le mobilier, les immeubles. 2 ans plus tard, le 20 juin 1988, on vendit aux enchères ce qui n'a pas de poids et qui pourtant valait tout. Les marques, les brevets, les modèles. 1 siècle de noms. Hirondelle, Robuste, Idéal, Omnia, adjugé à un homme d'affaires ligérien, Jacques Tavissian. Il crée le 1er octobre 1988 une petite société, ouvre un atelier à Montrénault, une douzaine de salariés à la fin des années 90, rouvre un magasin à Saint-Étienne, relance un catalogue de vente par correspondance et lance même un premier site sur cette chose nouvelle qu'on appelait le web. Il lui aura fallu 6 années de travail pour réimplanter des structures industrielles et reconstituer les produits phares de la maison. 6 ans pour ressusciter ce qu'un siècle avait bâti et 5 ans avait défait. Sa fille, Carole Tavissian, a résumé cet échec avec une lucidité douloureuse. Son père, dit-elle, s'était trop acharné à recréer une sorte de mini-Manu France. Et il n'avait jamais saisi, ajoute-t-elle,
la mutation historique qu'apportait le commerce électronique. Comprenez l'ironie de cette phrase. La maison qui avait inventé en 1885 la vente à distance, celle qui avait appris à toute la France à acheter sans se déplacer, cette maison-là était morte, une seconde fois, de n'avoir pas su reconnaître la vente à distance quand elle revint sous un autre nom. La Manu avait, sans le savoir, montré la voie à ce qui deviendrait le commerce en ligne. Elle ne sut pas se reconnaître dans son propre miroir. Quant au palais du Cours Foriel, la plus grande friche industrielle d'Europe au moment de sa fermeture, il connut le sort réservé aux cathédrales dont le culte s'est éteint. On le réhabilita. Les bâtiments de l'administration accueillent aujourd'hui une école supérieure de commerce et un institut universitaire. Les usines de l'arrière ont été transformées en parking, au-dessus duquel on a posé un jardin et un planétarium. La Bar-la-Seigne, ces ateliers bâtis en pleine Grande Guerre, est devenu des bureaux. Une chambre de commerce, une caisse d'épargne et, comble de l'ironie, un magasin Carrefour, l'enseigne même de l'hypermarché qui avait sonné le glas du vieux modèle, s'y sont installés. Une partie des bâtiments, côté nord, a purement et simplement été détruite. Les façades, les toitures, une part du matériel industriel furent inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2002. Geste de préservation qui, comme toujours, souligne surtout tout ce qui n'a pas été préservé. Là où 4000 ouvriers arrivaient chaque matin au son de la sirène, on forme aujourd'hui des cadres au commerce. Là où l'on montait des fusils faits pour durer un siècle, on tient des congrès. Là où le courrier de la France entière convergeait par 10 000 lettres chaque jour, on regarde des étoiles peintes au plafond d'un planétarium. Et là où l'on avait fabriqué le vieux monde, on a posé l'enseigne du nouveau, celle qui l'avait tué. Ce n'est pas une profanation, c'est autre chose, de plus doux et de plus triste. Un oubli soigneusement aménagé. Une manière élégante de recouvrir la blessure d'un beau tissu pour ne plus avoir à la regarder. Josiane Jousserand, la concierge, celle qui avait vu passer entre ses murs toute une vie de travail, a dit un jour ces mots, recueillis en 1993. « Quelle déception !» disait-elle. « Nous n'avons pas été aidés, ni compris. On nous a fait durer, ajoutait-elle, sans vouloir véritablement que nous puissions réussir. On les a fait durer. La formule est terrible, parce qu'elle est juste. On ne les a pas tués d'un coup. On ne tue pas d'un coup une entreprise dont la ville est copropriétaire et que la nation regarde. On les a fait durer. 5 années sous perfusion, entre un repreneur qui vendait les meubles et un État qui comptait les jours. 5 années à monter la garde autour de fusils invendables. Puis, la mort venue, 7 années encore à se défendre devant un tribunal d'avoir voulu vivre. Le nom de Manu France est toujours là, quelque part, sur de vieux catalogues jaunis rangés dans les greniers, sur des robustes accrochés au mur des cabanes de chasse, dans la mémoire de tous les Français d'un certain âge qui feuilletaient, enfants, le gros livre reçu à l'automne. La maison avait promis de vendre de première main et sans intermédiaire. Elle est morte, à la fin, entre les mains de trop d'intermédiaires. Un polytechnicien avec son diagramme, un repreneur avec sa pompe à finance, une ville qui ne pouvait ni la garder, ni la lâcher. 2 armuriers avaient inventé, pour 50 000 francs or, l'Amazone de la France avant l'heure. Un siècle plus tard, il n'en restait qu'un palais des congrès, un fusil au mur, et la déception d'une concierge qui avait tout vu.